Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de commencer, je veux dire que je suis ravi d'être là. Euh, je suis même assez honoré d'être là, en réalité. J'ai un peu déambulé dans l'amphithéâtre, j'ai vu quelques grands noms au mur de cet amphithéâtre. Et voilà, je tiens quand même à vous dire que c'est des moments qui comptent. Euh, je vais donc vous parler pendant peut-être une heure et demie. Je vais essayer de ne pas être trop long. D'une pratique, effectivement, d'un regard, d'une approche qu'on a développée avec des collègues, des confrères et amis. Euh, donc on a intitulé, je représente aujourd'hui ces personnes. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment. On a donc intitulé cette conférence Architecture à énergie humaine, Human Power. Ceci étant en marge d'un travail qu'on est en train de réaliser à l'occasion d'une biennale d'architecture qui aura lieu à Versailles l'année prochaine, pour laquelle on a été sollicité à représenter notre travail. Et donc on a travaillé avec un certain Mathias Rollo, qui est donc architecte, enseignant et chercheur, enseignant à l'école d'architecture de Nancy, qui est une personne avec laquelle on a beaucoup d'affinités sur le plan intellectuel. Et il joue un peu le rôle de commissaire ou de psychologue, un mélange un peu des deux, dans le cadre de cette biennale, pour nous. Je vais vous lire rapidement un petit texte qu'il a écrit dans le cadre de ce travail, parce que je trouve qu'il donne bien le ton de tout ce qui va dérouler par la suite dans le cadre de ce diaporama. Donc j'y vais, je promets de ne pas lire plus que ce texte, il y en aura un tout petit dernier à la fin, et j'essaierai de ne pas vous endormir entre les deux. Alors qu'il s'agisse de réaliser à la force de ses bras ou de vivre les réalisations artisanales d'autrui, il est immense, le potentiel épanouissant de l'énergie humaine, qui plus est dans un monde chaque jour plus virtuel, plus numérique, plus délocalisé et hors sol. Human Power, la version anglophone de l'idée, est d'ailleurs plus claire et plus intéressante encore en ce qu'elle installe un double sens entre énergie et pouvoir. De ce point de vue, parler d'énergie humaine est aussi chercher à parler de capacitation des individus et des communautés, de leur autonomie et de leurs héritages vivants. S'il y a de l'énergie humaine dans la construction, c'est qu'il y a encore des savoirs et des savoir-faire qui se transmettent, des filières et des matières qu'on peut manipuler, littéralement ce qui peut être saisi par la main, et donc des architectures cristallisant ces manipulations corporelles, elles-mêmes témoins, ressources pour d'autres réalisations futures. Car l'architecture faite avec l'énergie humaine apparaît clairement comme telle. C'est bien sûr le cas de toute façon, la matière et la forme architecturale étant toujours la mise en visibilité des processus invisibles qui les ont façonnés. Si les briques de terre cuite ont cette taille, c'est que c'est une taille adaptée à la main, à la force du bras du maçon, et qu'en définitive, ce qu'on observe dans une façade en briques n'est rien d'autre que la répétition figée d'un geste, la sédimentation construite d'une énergie humaine, visible et invisible à la fois. Donc, dans le cadre de cette thématique générale qui est l'outil, singulier au pluriel, on a un petit peu réfléchi et on a souhaité parler tout simplement de la main. Donc, un petit peu dans les termes de ce qui vient d'être énoncé. Et tout simplement parce qu'en fait, la main, c'est un peu la partie invisible de l'architecture, tant dans la partie de la conception, donc vous-même, quand vous réalisez vos projets, utilisez votre main pour faire parler votre cerveau, exprimer des choses. C'est un outil absolument indispensable pour exprimer des pensées. Voilà. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle vous sert cette main dans le cadre d'un travail d'architecte ou dans le cadre d'une production construite. Il y a aussi
tout simplement l'acte de construire, celui de la construction, dans lequel, finalement, la main est encore assez centrale, contrairement à ce qu'on peut dire autour de la mécanisation. Même dans les plus grands chantiers, même dans les plus grandes édifications, on se rend compte que le bâtiment, ce n'est pas l'industrie. Le bâtiment, c'est toujours par le biais d'un homme, d'une femme, et donc d'une main, que les choses s'édifient. Et puis, cette main, elle sert peut-être pendant, et souvent ensuite, à ressentir. La main, alors cette main que vous voyez, c'est la mienne. Alors, ne croyez pas que j'ai des mains justement insensibles. Pour la petite histoire, quand vous trempez j'ai appris ça dans une bergerie dans les Pyrénées cet été, quand vous trempez des orties dans de l'eau très froide, elle ne devient plus piquante. Donc c'est ce qu'on venait de faire. Et en fait, on se sert de ces orties pour nettoyer les ustensiles du laitier dans les sommets, puisqu'il n'y a pas d'éponge, il n'y a pas de matériel, puisqu'on est très très loin de la civilisation. Donc voilà, la main sert aussi à ça. Alors, je vous parle aussi donc d'une équipe dont je fais partie et que je représente aujourd'hui. Alors, sur l'image de gauche, vous avez le groupe au complet, donc les 6 associés qui sont sur la photo de droite, et nos collaborateurs, collaboratrices, qui sont tous architectes. Voilà. Donc, je ne nommerai pas toutes ces personnes, mais il y a quand même cette idée, et vous le constaterez dans la présentation qui va vous être faite, que chacun des individus qui sont à cet écran contribue à mettre au point, à construire, à élaborer tout ce que je vais vous raconter ce soir. Donc, de manière collective, de manière partagée, de manière des fois plus individuelle, de manière des fois partagée en plus petits comités, notre équipe a ça de particulier qu'on s'autorise la possibilité de ne pas toujours récolter l'unanimité pour prendre des décisions. Vous imaginez bien que ce serait extrêmement compliqué de mettre tout le monde d'accord et sans doute vecteur d'appauvrissement du projet que d'essayer de mettre tout le monde d'accord. L'idée, c'est pas du tout ça, c'est un petit peu autour de cette idée qu'on a construit ce groupe. Et donc, vous verrez que les projets qui vont vous être présentés seront une fois par Christophe sur la gauche au pull bleu, Éléonore à sa gauche à lui, Xavier au milieu, Aurélie, Agnès et donc moi-même. Alors, en plus d'être associés et amis, on partage un socle commun de références qu'on a connues dans les écoles, qu'on a connues dans nos voyages, et qui sont nos outils aussi, quelque part. C'est notre boîte à outils. On se surprend à les ressortir continuellement à chaque fois qu'on démarre un projet. Ces gens-là, alors pas toujours tous, hein, des fois c'est un seul, des fois c'est un projet, des fois c'est un architecte, une architecte, voilà. Donc je voulais vous en citer quelques-uns pour que vous compreniez que cette boîte à outils que vous allez avoir, que vous développez, que vous construisez dans les écoles, vous allez l'avoir toute votre vie dans votre agence et vous serez sans doute assez fidèle à ces personnes, ces projets, ces situations construites qui vous ont vous-même construit toute votre vie. Alors bien sûr, la maison de Alvar Aalto, qui a ça de particulier d'être une maison qui lui a servi un petit peu de cahier de brouillon. Je vais faire une déclinaison de mise en œuvre de la brique sur ma façade parce que je ne peux pas le faire pour des clients. Donc il n'y a rien de tel que de faire sa propre maison pour se permettre ce genre de choses. Et j'avoue que dans vous retrouverez sans doute une filiation avec cette envie de tester des choses dans les projets qui vous seront présentés juste après. Et puis, évidemment, il y a Le Corbusier, sans la mise en œuvre du béton, qui est quand même extrêmement symptomatique de quelqu'un qui souhaite montrer le geste, quelqu'un qui souhaite montrer le processus de coulage du béton, le processus de fabrication, de mise au point de ce travail de banche, et quasiment jamais essayer de le dissimuler. Donc cette trace, cette invisibilité du geste, en réalité, elle est parfois visible et elle est parfois souhaitée par les architectes.
Et puis il y a Stodemura, parce que il est tombé que j'avais envie de vous montrer ce projet de la Maison des Arts à Porto que j'aime beaucoup, mais c'est peut-être l'école portugaise au sens très large qui a ça de très cohérent finalement dans la boîte à outils, que les Portugais ont assez rapidement compris qu'ils pouvaient compter sur leurs maçons. Ils ont des maçons qui sont incroyablement habiles de leurs mains. L'architecture portugaise, finalement, c'est adossé à cette compétence technique pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une des architectures les plus renommées au monde. Et puis évidemment, après, il y a Gardaia par André Ravero, ce travail de modernité, mais de laquelle il y a une prise de recul qui a été effectuée par cet architecte qui a eu voilà, cette particularité du mouvement moderne, de prendre du recul par rapport à ces idées de standardisation, ce qui étaient les fondements du mouvement moderne. Et lui, on a fait quelque chose d'extrêmement sensible et d'extrêmement humain. Voilà, j'aime beaucoup André Ravero, ainsi que Fernand Pouillon, qui sont finalement assez proches dans leur manière de travailler. Et puis il y a cette maison de John Hudson à Majorque que j'ai finalement découvert assez tardivement et qui pour moi est un chef-d'œuvre. Je ne l'ai malheureusement jamais visité, mais c'est dans mes projets pour les années qui viennent, si on peut reprendre un avion ou un bateau un jour. Voilà, cette maison qu'il a construite pour lui-même. D'ailleurs, vous voyez que souvent les architectes s'expriment de manière assez subtile et qualitative dans le cadre de la commande de la maison, ce qui est quand même assez paradoxal avec ce qu'on observe aujourd'hui dans le paysage français, de la commande de la maison individuelle, et en particulier des maisons pour eux-mêmes. Et puis, dans cette lignée, il y a la maison de Jean Prouvé, qui est à Nancy, qui est une maison incroyablement, comment dirais-je, subtile et à la fois simple, c'est-à-dire que c'est un génie de la simplicité, en quelque sorte. Et voilà, elle a aussi ça de particulier, que c'est une maison qui est issue d'un... Il était fauché à l'époque, parce qu'il a eu une vie quand même assez compliquée du point de vue des affaires. Et quand il a fait cette maison, il a récupéré tout ce qui traînait à l'atelier, parce que les ateliers étaient en train de décliner. Et c'est avec la récolte des matériaux qu'il a pu récolter sur le parc à matériaux qu'il a construit cette maison. Avec 3 fois rien, un portique et des panneaux de bois en toiture qui se projettent à l'horizon. Et puis évidemment, alors il y a la maison de Martin Rauch aussi, que vous connaissez certainement, qui travaille sur le Pisé. Le chai de Vauvert, pour moi, dans les grands classiques on est toujours dans l'architecture pour soi, vous remarquez, c'est Gilles Perrodin qui construit pour lui, avec ses petites mains, et voilà, sur les traces de Pouillon, ça vous devez sans doute le savoir aussi. Pouillon est son grand maître, et finalement il ne fait que prolonger le travail de Pouillon, et peut-être l'extrapoler dans l'usage de volumes de pierre de très très grand format. Voilà, ça c'est une particularité. Ce travail nous influence beaucoup au sein de l'agence. Et puis il y a Taliesin West aussi. Je ne vous refais pas le commentaire, vous connaissez. On récolte les pierres du terrain, puis on fait du béton avec. Donc le béton de pierre. Et puis il y a ce projet aussi de Aravena que vous connaissez sans doute, qui est, lui peut-être il illustre plus à quel point l'habitant, à quel point l'usager peut être au cœur d'un processus de conception architecturale, puisque ces maisons, vous le savez sans doute, sont des supports à une évolution de la taille de la famille, des revenus de la famille dans le temps. Voilà. Une équipe que j'aime beaucoup aussi, c'est TEDA, les architectes de Majorque, dont j'aime beaucoup le travail sur l'utilisation de matériaux ultra simples, de manière assez rudimentaire et apparente. Alors, ils ont fait cette très belle maison ici. Et puis, voilà, parce que il faut aussi citer des architectes français. Il y a un certain Hervé Baudouin, dont on aime beaucoup le travail, qui est un architecte qui a beaucoup travaillé dans des territoires comme ceux sur lesquels on travaille, donc des communautés de communes, des équipements en périurbain, dans des petites villes, et avec toujours une espèce d'ambition
extrêmement élevé, une exigence aussi sur le détail, et puis un goût de la mise en œuvre, un goût du construire, que je pense nous partageons. Et ça c'est un projet qu'il a fait avec de la pierre banchée, donc des pierres de relativement mauvaise qualité qui vient positionner entre deux banches, et puis il a trouvé un maçon portugais pour lui faire ça, et c'est toujours ce même maçon qui lui construit ses murs. Alors, donc ça c'est notre socle, c'est nos références communes, et puis il y a le territoire qui est commun aussi. Et le territoire, c'est... Alors nous on se situe quelque part par là. Vous voyez, on n'a pas exactement les mêmes couleurs que chez vous. Et puis ici non plus d'ailleurs, vous voyez, donc c'est assez intéressant. Et là non plus aussi. Pourtant, on a des régions qui ont des histoires un peu communes, notamment voilà, le passé industriel, la désindustrialisation. En tout cas, nous, on la ressent assez fortement en Lorraine. C'est l'objet de la troisième carte, mais avant ça, on peut parler de choses peut-être plus réjouissantes. C'est, vous voyez, tout ce qui est vert foncé, c'est le taux de boisement. Donc nous, on est au pied des Vosges, on n'est pas très loin du Jura non plus. Et le fait est que la ressource bois est extrêmement abondante sur notre territoire. Donc vous imaginez bien que c'est des choses qui nous intéressent. Et puis il y a la ressource pierre aussi, qui est nettement moins identifiée, en tout cas dans la production architecturale depuis 1950, mais qui, bien évidemment, était centrale, peut-être comme vous, la brique ici. Nous, il n'y a pas de village sans pierre. Alors, c'est pour ça que c'est toujours très difficile à entendre qu'il n'y a pas de pierre. Dans certaines régions, il y a toujours des pierres, toujours de la pierre, toujours des strates géologiques. Donc il y a toujours des pierres. C'est simplement que le savoir-faire, l'extraction a disparu. Ça c'est un fait. Ça nous amène à la troisième carte, qui est celle de la création et la destruction d'emplois en France. Alors bon, c'est assez vieux, hein, c'est 2008-2012, mais vous voyez qu'on est entre rouge vif et jaune. C'est-à-dire que plus on est rouge vif et plus on est dans des régions où l'emploi est détruit. Donc ça, il y a une espèce de climat social conséquent à ce phénomène. Et on revient à la sphère humaine, on revient au volet finalement social des choses. Et nous, on s'intéresse assez à comment est-ce qu'on peut relocaliser certaines choses. C'est-à-dire que, voilà, c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Et puis on a cette tradition de la ressource. Tout comme dans votre belle région, eh bien, il fut un temps où nous étions le sous-sol de la France. On produisait, on extrayait un certain nombre de choses, des minerais, que sais-je, je ne suis pas très sachant sur la question, mais ce que je sais, c'est que nos paysages sont marqués par cette époque révolue, mais aussi la culture, les gens, les habitants, dans la vallée de la Fensch ou dans tous ces territoires-là, sont attachés finalement à l'idée de la ressource. Ça paraît complètement absurde, mais en réalité c'est palpable, on le sent, et quand vous commencez à parler de ça avec des gens autour des projets qu'on construit dans ces territoires-là, eh bien les gens sont extrêmement attentifs à ces questions. Alors rapidement, on partageait un petit peu ces observations, cette vision des choses avec quelques amis avec lesquels nous avions eu la chance d'être à Jap en 2014. Et puis, on a fait donc le pavillon français, dont Mathieu parlait tout à l'heure. Et puis, on a parlé de ça. On s'est dit, tiens, de quoi on pourrait parler sur l'architecture française? Il s'est dit déjà des milliards de choses, mais pas forcément des choses dans lesquelles on se reconnaissait. Sachant que, voilà, nous, toute la production architecturale qui nous a d'ailleurs fait rêver en tant qu'étudiants, hein, c'était Rem Koolhaas, c'était tous ces architectes des années 90, 2000. Voilà, ça nous éblouissait, mais quand on en est sorti, on a trouvé qu'il y avait un écart considérable entre ce qu'on nous avait enseigné et puis la réalité qui nous attendait, quoi. Et partageant ça de manière un peu générationnelle, on s'est dit, bah, tiens, on va parler de ce dont on ne parle jamais dans les revues, jamais ou très très peu. On va parler des territoires, comme on dit aujourd'hui.
On va parler de l'architecture dans des endroits où finalement il y a peut-être peu d'ingénierie territoriale, donc finalement peu de vecteurs de prouesse architecturale finalement. Et on va peut-être tout simplement admettre que dans ces territoires-là, il y a une architecture de l'ordinaire qui quelquequement émerge. On a comme ça essayé de collecter des pépites un petit peu par le biais de différents moyens d'identification, les CAUE, les architectes conseils. On a mis en place, nous-mêmes, on était répartis sur tout le territoire, et on a fait comme ça un espèce de travail d'observation. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de parler justement de cette architecture-là, celle qui finalement concerne 90% des Français au quotidien. Donc parmi les manières de parler de ce propos, il y avait cette salle de la matière qui était assez belle, où on avait réalisé des prototypes à l'échelle 1 d'un certain nombre de constructions, voilà, un petit peu hors standard, mais néanmoins intéressantes sur le volet innovation, sur le volet construire avec ce qu'on a. Oui, ça c'était un mur en isolation de paille. Ça paraît complètement babacool pour tout un tas de gens, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que d'utiliser un isolant qui pousse dans les champs autour de vous je parle autour de vous dans des campagnes, sachant qu'aujourd'hui, on en a fait l'expérience récemment, les éleveurs ne sont plus toujours implantés à côté des cultivateurs, et les cultivateurs se retrouvent avec un excès de paille qu'ils sont obligés de renvoyer aux quatre coins alors d'Europe, n'exagérons pas, mais voilà, avant, le fermier il avait des bêtes et il avait des champs, et il alimentait les deux ensemble. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc la paille part sur des camions, et pendant ce temps, on fait venir des isolants de je ne sais où pour isoler les bâtiments. Donc il y a une espèce de paradoxe sur lequel on avait envie qu'on avait envie de pointer du doigt. Et on avait aussi fait faire à Hervé Baudouin un mur de sa pierre banchée. Alors voilà, tu le disais Mathieu, j'en profite pour saluer le travail de nos amis Julien Boideau, les PNG aussi qui sont mandataires de ce projet, qui étaient en conférence il y a 2 jours à Nancy, et Emilien Robin aussi qui est auteur de ce projet. Donc cette petite clique-là a fait ce projet en toute humilité, et ils ont été récompensés. On est très très fiers de voir que ça a pu attirer l'attention d'un jury présidé par Christian de Porzampar. Alors j'ai essayé d'organiser les idées, parce que vous faire une revue de projet, c'est des fois un petit peu long. Bon, mais vous verrez que les projets que j'ai classés pourraient très bien changer de catégorie. C'est une manière peut-être de vous aider à retenir 3 choses peut-être de ce qui va vous être présenté. Il y a cette idée d'identifier et d'assembler des matières. Ça, c'est quelque chose qui nous passionne, disons-le. Cet exposé sera en cela assez éloigné de la pédagogie d'une école d'architecture, où on apprend peut-être plutôt la typomorphologie, on apprend ce genre de choses. Mais par contre, on apprend assez peu ce dont je vais vous parler, tout simplement parce qu'il faut être au contact du réel pour l'apprendre. Nous, ça fait depuis 2006 qu'on est à notre compte, on s'est installé très très tôt, et ça fait depuis ce temps-là qu'on apprend, qu'on découvre, qu'on enrichit. Et vous verrez que les projets en fait sont toujours l'occasion d'avancer sur un sujet, et puis d'essayer d'améliorer, de changer de point de vue sur un matériau. Voilà, le matériau est comme un point d'entrée. Donc identifier, assembler des matières, convoquer des savoir-faire. Voilà, ça c'est la partie outils humains. Savoir-faire à une époque quand même, ça c'est important de le dire, où l'ambiance sur les chantiers se dégrade considérablement. Je pense que mes confrères vous diraient la même chose. Les chantiers sont de plus en plus difficiles à gérer, alors pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour ce qu'on y fait en fait sur un chantier. Les jeunes ne vont plus vers les CFA parce que c'est extrêmement dévalorisant, culturellement en France en tout cas, d'aller dans un CFA, et vous le ressentez sur le chantier, les gens ils vont à reculons. Donc ça, je pense que c'est de nature en tout cas, ça peut nous inquiéter en tant qu'architecte, parce que nous, on y va toujours avec l'envie d'eux, et souvent, on se confronte à des gens qui eux-mêmes n'en ont absolument pas envie. Et finalement, on a observé avec les années que plus on s'approchait
de processus où il y avait un challenge, il y avait un enjeu, il y avait une matière un petit peu noble, il y avait quelque chose en plus du mainstream du bâtiment, hein, de bâtimat, quoi. Et eh bien, plus, en fait, il y avait un plaisir partagé. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, pas avoir de scrupules ou de honte à y trouver du plaisir avec les gens avec lesquels on travaille, en fait. Et ça, si vous voulez, notre boulot est beaucoup trop accaparant pour que vous alliez sur votre chantier la boule au ventre. Voilà. Alors, je ne vais pas non plus vous mentir, il y a aussi des cas compliqués sur nos dossiers, mais bon. Et puis, il y a le troisième thème qui est ouvrir le chantier. Ouvrir le chantier physiquement, permettre aux usagers d'y mettre un pied et puis de comprendre finalement ce qu'on y fait et en quoi est-ce qu'ils vont être concernés par ce qu'on est en train de faire. Alors, je remonte à 2013, c'était un des premiers marchés publics sur lequel on est retenu à concourir avec donc Christophe et moi-même et puis des associés d'ailleurs qui étaient, enfin peu importe. Et puis un certain bureau d'études Barthès qui nous a suivis, vous verrez, sur tous les dossiers. Alors, on est typiquement dans un territoire périurbain, au bord de la voie rapide qui relie Nancy à Paris, près d'un très joli rond-point qui dessert, comme beaucoup d'entrées de ville. Vous voyez, vous avez le village lorrain. Le village, en Lorraine, les villages, ce sont des villages-rues, voilà, avec des constructions qui se tiennent mécaniquement et qui se tiennent chaud aussi. Et le gymnase, le marchand d'électroménager, un site assez raide et un arrière de parcelle, une espèce de vide un peu subi entre des pavillons, voilà, un gymnase, et puis démerdez-vous, là-dessus il faut faire une maison de santé. Alors nous, on y va à fond parce que c'est notre premier, on est très très content. Donc il y a une voie d'accès qui est faite, un parking, parce qu'évidemment tout le monde circule en voiture dans ces territoires-là. Parking, c'est toujours la première question qui est posée, toujours. Et puis une maison de santé qui, voilà, au beau milieu de tout ça, essaye d'exister, d'apparaître, parce que finalement, c'est quand même un équipement qui est censé être perçu, vu, on y va, il ne faut pas passer 4 fois devant sans l'avoir vu. Alors, voilà, on met au point cette forme, qui est finalement assez rationnelle. Vous verrez que toutes les formes de nos bâtiments sont très très rationnelles et qu'elles vont en se rationalisant avec le temps et l'âge. Encore plus, je dirais. Et voilà, des espèces de prises de jour et de vue latérales pour ménager l'intimité dans les cabinets médicaux. Donc c'est un bâtiment où il y a vraiment cette idée d'assembler les matières, puisque on fait nos premiers pas dans le biosourcé, dans la construction bois en l'occurrence pour les parois extérieures, tout simplement parce qu'on a une amplitude thermique qui est terrible dans notre département. Et assez rapidement, assez tôt, on comprend l'intérêt qui réside à faire des murs extérieurs très très isolés et des parois intérieures lourdes pour essayer de garder le chaud quand on chauffe et puis le frais en été. Donc voilà, ça fait cette espèce de chose dont on ne saurait que dire de la forme, si ce n'est qu'elle est singulière. Et donc à quelques kilomètres de cette petite bourgade qui s'appelle Voie dans la Meuse, il y a cette carrière qui est un peu endormie, qui est une carrière de pierre calcaire, comme il y en a. Tous les villages du coin sont construits en pierre calcaire. Donc voilà, là vous voyez une haveuse, donc c'est une énorme tronçonneuse sur un engin de chantier qui coupe le sol comme ça littéralement et qui fabrique des gros dés. Cette pierre, donc, elle a des caractéristiques techniques, hein, on n'est quand même pas dans l'expérimentation, tout ça est très scientifique, hein, finalement, on connaît la dureté, la porosité, on connaît la résistance à la flexion, on connaît tout un tas de choses. Et puis voilà, on monte notre bâtiment avec ce grand mur qui est bâché pour ne pas être abîmé, hein, et puis ces parois, ces sheds, voilà. Donc ce qu'on retient, c'est que quand on livre un bâtiment comme ça, et depuis toutes ces années, eh bien, il y a cette espèce de plaisir. Alors pour nous, mais il est très égoïste celui-là. Moi, je vous parle plutôt de celui des utilisateurs, du maire, des gens qui vous disent qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que c'est beau. Et puis il y a aussi
l'habitant, le riverain, qui vient avec son histoire personnelle et qui vous dit, ben, moi, mon grand-père, il bossait à la carrière, voilà, puis ça s'est cassé la figure. Voilà, puis vous voyez qu'en fait, tout ça, ça fait partie de l'histoire locale, de l'identité, et que c'est plus que de l'écologie au premier degré, si vous voulez. C'est une espèce de réconciliation entre la construction, qui désintéresse quand même globalement beaucoup de monde, et puis la culture moyenne locale. Un peu dans la même veine, on fait un petit vestiaire de foot. Alors, ça, c'est le programme que vous aurez sans doute dans... Enfin, en tout cas, nous, on en a fait plein. On n'a jamais joué au foot, mais on a fait plein de vestiaires de foot. Et tout simplement parce que c'est trop petit, que ça n'intéresse pas les architectes qui ont un petit peu de bouteilles. C'est 200, 300 000 euros un vestiaire de foot. Et en général, c'est à l'écart du village. Vous voyez, là, c'est la dernière maison du lotissement, finalement. Hein. C'est ce petit rectangle-là. Donc, c'est toujours en bord de voie, route nationale, au milieu de quasiment rien. Et il faut néanmoins, il y a des attentes par rapport à ça. C'est-à-dire que culturellement, le foot dans la petite commune, c'est la vie, en fait. C'est le sédiment, c'est tout ce qui motive les gens d'arriver en week-end. C'est de pouvoir aller au foot, et puis de regarder des matchs avec les copains dans le clubhouse, et puis voilà. Et je dis ça un peu en blaguant, mais on trouve que cette espèce de sentiment, il est important. Et en tout cas, nous, il nous stimule énormément. Donc, évidemment, il n'y a jamais d'argent. Hein, ces communes-là n'ont pas de budget, globalement. Donc, il faut faire avec les moyens du bord. Mais néanmoins, il faut toujours essayer de faire les choses bien. Alors, vous voyez, les plans, c'est toujours très simple. Hein, c'est rectangulaire. Il y a en général 2 équipes, des arbitres, un local technique et puis une salle pour fêter les victoires. Là, il y avait un hangar agricole qui avait été construit, dont ils étaient hyper attachés à ce truc-là parce qu'ils l'avaient monté le week-end avec un manuscopique. Et il ne fallait surtout pas remettre ce truc-là en question. Donc on s'y est mis avec un petit peu de distance et puis tout va bien. Et puis même histoire que pour le projet précédent, vous voyez, donc la commune est quelque part par alors là, Mars-la-Tour. Et puis ici, vous avez une grande carrière, ici, là, qui est un petit peu plus active que la précédente, qui est la carrière de Jaumont. Alors Jaumont, c'est une pierre jaune. Vous voyez, c'est pas truqué, c'est pas contrasté, c'est vraiment cette teinte-là, c'est assez incroyable. Et cette pierre a servi à construire toute la ville de Metz, notamment la cathédrale. C'est vraiment un matériau très, très expressif. Sauf que les stocks commencent à être un petit peu à se tarir. Et on a eu un peu de difficulté à obtenir ces pierres qui ont été recoupées pour monter les quelques murs d'Orfand. On a fait en fait tous les murs d'Orfand en pierre massive. Je ne vous cache pas que quand vous expliquez à Madame le maire que le vestiaire de foot sera en pierre massive, au début on vous regarde un petit peu d'un drôle d'œil. Puis finalement, à la fin, tout le monde est content. Alors comme il n'y avait pas d'argent, les murs extérieurs, on les a fait en briques monomures, tout ce qu'il y a de plus commun, mais on a utilisé ce qu'on appelle la pierruche, c'est-à-dire la poussière, parce que quand on fait des blocs de pierre, on fait énormément de poussière. Donc on la mélange à des agrégats d'enduit, et puis on fait des enduits, vous voyez, des enduits de pierre. Voilà. Et puis on a mis quelques pierres pelliculaires ici, parce que voilà, on pense qu'il faut rien refuser, il faut tout expérimenter avec ces matériaux. Donc pareil, enthousiasme à la fin, tout le monde est content, parce que finalement c'est des matérialités qui rassemblent. Alors autre ambiance, autre contexte, c'était quand même un petit peu après. On est retenu pour le réaménagement du niveau 4 et 5 du centre Pompidou à Paris. Nous, on enrichit notre culture sur les ressources et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a énormément de forêts de feuillus, énormément de forêts de résineux aussi, et en fait, en construction, on n'utilise quasiment que du résineux. Parce que je pense qu'il y a un lobby, et puis structurellement, il se comporte mieux, il est mieux aimé en tout cas. Et on s'est dit, tiens, au centre Pompidou, eh ben, on va faire un aménagement en bois. Dans cette chose-là, dans ce vaisseau extrêmement impressionnant. Donc le projet est assez modeste, hein, il s'agit de relier les niveaux 4 et 5, c'est donc les 2 niveaux dans lesquels il y a le musée, et on y fait un très bel escalier avec une cloche, un confinement coupe-feu entre les 2 étages, une galerie et puis une bibliothèque. Et puis on arrive avec notre bagage lorrain, on dit qu'on va travailler à la manière de Jean Prouvé,
qui était, entre parenthèses, le président du jury quand Piano et Rogers ont gagné le concours. Sachant qu'on était en plein cœur de Paris, niveau 4 et 5, donc tout doit être démontable, tout doit passer dans un ascenseur, enfin un monte-charge en l'occurrence. Donc tout doit faire moins de 5 mètres de long. Alors évidemment, d'ailleurs on était associé à PNG, nos amis auréolés de l'Équerre. Et on fait cet ouvrage, voilà, parce que c'est vraiment un ouvrage. Donc on crée des portiques en lieu et place d'une trémie existante, surtout on ne touche pas à la trémie parce que il y a du flocage amianté sur tous les planchers, donc surtout on ne touche à rien. Et on pose des portiques comme ça pour franchir et créer des possibilités de suspendre des câbles métalliques, pas des câbles, c'est des ronds métalliques, pas des tubes puisqu'ils sont creux, mais des fuseaux, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. 4 cm d'épais en acier, donc on a tout un tas de contraintes, on est en IGH, immeuble de grande hauteur, il faut une stabilité au feu. Je vous fais grâce de tout ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est que toute cette réglementation, elle façonne le projet en fait. Donc on a des garde-corps qui forment l'imon, qui sont les poutres aussi qui permettent de suspendre les marches. Alors on fait, et là on est content d'avoir un bon charpentier de Paris en l'occurrence. C'est une boîte à Bagneux qui est assez connue pour faire ce genre de mouton à 5 pattes, comme ils disent. Et donc on travaille avec du bois de hêtre déroulé. Donc on chauffe le hêtre, on sépare les cernes. Ça paraît facile, mais c'est compliqué. Et c'est une marque qui fait ça en Allemagne, parce qu'en France, on ne sait pas faire ça. On ne s'intéresse pas au feuillu. Ils fabriquent des panneaux de bois, c'est pas du lamellé-collé, mais c'est du hêtre déroulé. Voilà. Donc là, vous voyez dans les ateliers les marches qui sont en train d'être façonnées, donc le profil de marche en T, pour avoir à la fois la finesse et à la fois la résistance au feu. Ça, c'est aux ateliers des charpentiers de Paris à Bagneux. Donc tout l'escalier étant dimensionné de manière à rentrer dans le monte-charge. Hein. Et puis ils assemblent ça comme des dieux. C'est quand même assez impressionnant à voir. Hein. Voilà, il y a une forêt d'échafaudage, tout est suspendu. Et puis vous voyez à la fin, vous avez cette chose là qui paraît facile à faire, mais qui est en réalité extrêmement complexe et qui fait appel à un savoir-faire qui est quand même assez incroyable. Voilà, donc ça c'est l'ambiance à l'intérieur, au palier haut. Et puis évidemment, ça nécessite de connaître la matière, de connaître la mise en œuvre. Vous ne faites pas un projet comme ça en vous désintéressant de la partie ingénierie. Ingénierie invisible, s'il en est. L'ingénieur est vraiment la personne dont on ne parle jamais. Et pour un projet comme ça, pas d'ingénieur, il n'y a pas de projet. Donc voilà. On vient en Meurthe-et-Moselle. Et on est abonné au club de foot, mais aux maisons de santé aussi. Donc un petit bourg de 2000 habitants, un cœur d'îlot très vert avant le chantier, depuis le chantier a été fait, donc très, très végétal. On nous propose de faire une maison de santé au beau milieu de ce cœur d'îlot, ça nous fend un peu le cœur parce que c'est superbe, c'est une réserve de biodiversité incroyable, on a envie de rien faire. Et donc le premier réflexe, c'est de dire on fait un bâtiment vertical plutôt que de plein pied, alors que la logique, c'est quand même de faire des bâtiments de plein pied, hein, pour ne pas avoir d'ascenseur, tout ça. Et finalement, on arrive à convaincre qu'un bâtiment à étage, c'est mieux, les étages se tiennent chaud, il y a toute une logique thermique et puis de non-invasion finalement du foncier. Et puis, on observe un peu ce clocher-là, on regarde un peu de quoi sont faits les murs, il y avait des murs en pierre sèche aux alentours, c'est cette fameuse pierre de Jaumont dont je vous parlais tout à l'heure, mais sur laquelle on s'était un peu cassé les dents sur le projet des vestiaires, et on savait en fait qu'il n'y en avait plus. Enfin, en tout cas, il y en avait très peu à ce moment-là. Pourquoi ? On a assez vite compris pourquoi. En fait, pendant ce temps-là, il y a Villemotte qui faisait le palais des congrès à Metz, et il en avait tartiné de partout, sur toutes les façades, et au point qu'il a complètement siphonné la carrière. Et ce qui est quand même intéressant, parce qu'il peut y avoir une limite à l'utilisation de matières locales et biosourcées, comme on dit. Au point qu'ils ont dû aller chercher une pierre approchante en Espagne pour terminer le chantier. Bref, donc nous on s'est dit, ok, on va pas aller sur cette pierre-là, on va essayer d'en trouver une plus proche, mais qui soit pas en Espagne. Donc on a découvert, alors oui, je vous passe
Je vous passe les plans de plus en plus rigoureux, vous voyez. Coupe, façade. Alors, la question du franchissement, avec des... On s'est dit, tiens, pour franchir, on avait plusieurs solutions, soit en franchissant en béton, en franchissant en acier, il y a quand même 2 mètres. Et puis là, on franchit avec des plates-bandes, donc on utilise des pierres qu'on assemble de manière à ce qu'ils franchissent les 2 mètres. Donc on construit quand même pas mal de détails pour se rassurer, pour essayer de comprendre comment tout ça va fonctionner. En réalité, vous voyez que ce n'est pas le mur qui porte la structure, c'est une structure bois, comme on fait habituellement, et on vient y juxtaposer cette paroi ventilée de 15 cm. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, Wilmotte a siphonné la carrière, on va essayer de ne pas faire la même chose, on va essayer d'avoir un peu de scrupule par rapport à l'utilisation de cette pierre qui est vachement moins renouvelable que le bois, en tout cas beaucoup plus lentement. Perrodin vous dirait le contraire, mais la pierre, ça ne se renouvelle quand même pas si vite. Et donc, pour tout ce bâtiment, on utilise 50 mètres cubes, ce qui est l'équivalent d'une petite maison de 100 mètres carrés en mur massif. Voilà. Donc, on associe, voilà, moi j'ai cette conception des choses. Elle est d'ailleurs plus ou moins partagée à l'agence. On a un peu des fois des discussions houleuses là-dessus. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut utiliser les bons matériaux, et c'est dans la combinaison des matériaux qu'on obtient des résultats satisfaisants à pas mal de points de vue. Et ce qui est assez marrant, c'est que thermiquement, il n'y a pas de clim, ça fonctionne hyper bien. Donc on pense que cette pierre, dont on pourrait imaginer qu'elle est redondante, en réalité, ces 15 cm, ils sont bel et bien là. Ils vont faire que le bâtiment aura une usure quand même extrêmement limitée dans le temps et un déphasage thermique qui est quand même pas neutre, puisque, encore une fois, ça paraît bête, mais aujourd'hui, faire un bâtiment comme ça sans clim, les bureaux d'études ne veulent pas le faire. Alors, on va chercher une pierre un peu plus loin. On va au nord de Paris, dans l'Oise, près du château de Chantilly. Magnifique château. Et évidemment, puisque le château n'a pas été... on n'a pas importé la pierre du château de très très loin. Il y a une très grande carrière à Chantilly, qui est la pierre de Saint-Maximin, qui a un peu la même teinte que celle qu'on souhaitait. Et donc, il y a Rocamat, qui est un propriétaire de plusieurs carrières, qui fait ce travail assez chouette. Il faut aller voir ces endroits parce que c'est à force de les voir que vous comprenez mieux comment utiliser, comment améliorer, comment augmenter les performances. Voilà le château de Chantilly, je vous le conseille. Et puis c'est une autre rencontre, c'est une entreprise qui s'amuse bien, qui s'appelle SNBR. Il travaille avec un architecte italien qui s'appelle Falacara. C'est un féru de pierre, mais alors dans une autre école, parce que nous on est quand même un peu en filiation avec Perrodin, donc la pierre on l'utilise avec beaucoup de simplicité, on la scie et puis c'est tout. Eux ils s'éclatent avec des robots, ils font des 3D, des machins, ils font des formes incroyables et évidemment ça donne ce genre de choses. Donc ça c'est leur usine, enfin c'est leur bureau, ça c'est leur auvent d'entrée, ils font des escaliers incroyables, on ne sait pas comment ça tient. Avec voilà, ils font ces arches, ils ont tout un jardin de sculptures incroyable. Et ils n'ont aucun souci avec ça, et d'ailleurs on trouve ça assez chouette en fait. Bon, alors là, évidemment, ils se sentent toujours un peu bridés quand ils viennent sur nos chantiers, parce que c'est quand même, on empile des sucres. Mais là, vous voyez quand même ce savoir-faire qui n'est pas si simple que ça. Il s'agit de faire que cette paroi de 15 cm, elle ait quand même une stabilité. Donc il y a des renforts, il y a des chaînages qu'on vient dissimuler dans les joints, il y a quelques écarts de reprise des efforts au vent. Voilà, et puis in fine, ça fait un bâtiment qui fait la satisfaction des utilisateurs. En général, on reste copain avec les... Là, c'est le kiné. Régulièrement, il envoie un petit message en disant qu'est-ce qu'on est bien. Et ça fait vachement plaisir. Ça, c'est une maison de santé. C'est une maison de retraite, pardon, en extension d'une... donc ça, c'est Christophe et Léonore, donc j'essaie de ne pas dire de bêtises, qui font ce projet, qui est un petit peu dans la veine du précédent, mais avec peut-être un niveau d'expérimentation un petit peu plus poussé, puisque là, l'idée, c'était de dire, bon, pierre massive, c'est cher, c'est compliqué, enfin, c'est compliqué, ça, c'est encore plus compliqué, mais c'est cher à partir du moment où il y a beaucoup de volume. Et puis, en plus, c'est rare. Et si on l'utilisait en 4 cm, parce que de la dalle de 4 cm, ça coûte rien. Donc là, ils se sont dit, ben, tiens, on va fabriquer une enveloppe à ce bâtiment à partir de pierres assez fines. Et puis, on va venir la pincer comme un mur rideau entre des épines. Là, vous voyez le principe. Donc, évidemment, ce n'est pas si simple.
il faut aller au CSTB, il faut faire un ATEX. Donc un ATEX, c'est un avis technique particulier pour une mise en œuvre particulière, de manière à ce que tout le monde soit couvert en cas de sinistre par la suite. Donc on étudie la torsion, la variation, la dilatation de l'épine bois sur laquelle on vient fixer ces pierres qui sont finalement empilées. Vous savez, il existe des clôtures en béton comme ça qu'on voit des fois dans des endroits où on superpose des plaques de béton qui sont tenues de poteau à poteau dans un système de rails comme ça. Donc c'est un peu inspiré de tout ça. Je vous passe les détails parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence, ce sujet-là. Mais voilà, pour dire que à force de pratiquer, à force d'expérimenter, de parler avec des gens dont c'est le métier, eh ben, on enrichit on complète notre petite boîte à outils. Vous voyez, ça c'est le détail. Voilà, c'est compliqué à mettre en place, mais toujours très satisfaisant. Et puis, alors, vous voyez, donc ça c'était Éléonore, Christophe. Le précédent c'était Éléonore et moi. Les expériences des uns nourrissent les expériences des autres, et puis on avance sur ce sujet de la construction pierre en particulier, pour aboutir à ce projet-là, qui est un concours gagné pour une halle de marché, au beau milieu de la petite ville de Saint-Dizier, qui est une ville en souffrance s'il en est, avec une reconquête du centre-ville, et puis l'envie de la commune. On a vu le maire il y a encore pas longtemps, parce qu'on a fait un colloque sur la construction en pierre in situ, et le maire nous expliquait à quel point il était attaché au fait que ce bâtiment il ait un rayonnement, puisqu'en fait, c'est des enjeux d'attractivité territoriale. Le maire, il a besoin de faire venir des gens à Saint-Dizier. Et parmi les outils d'attractivité, il y a le fait qu'il y ait une belle halle de marché. Voilà, c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément quand on n'est pas dans ce monde de la politique, des territoires un peu en souffrance, mais c'est quand même l'architecture peut être au service de ça. Donc évidemment, c'est un projet assez décoiffant. Il y a un arc de 24 mètres de portée. Au principal, il y en a un à chaque bout, à chaque extrémité, puis il y a des arcs un petit peu plus limités en portée sur les murs latéraux. C'est bel et bien cette forme étonnante qui a retenu l'attention du jury. Alors évidemment, après, il faut le faire, hein. Parce que quand vous gagnez le concours, là, vous êtes loin d'imaginer à quel point ça va être compliqué. Et donc, je vous passe les détails parce que, en réalité, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une conf. C'est un projet qui a été construit en lieu et place de l'ancien marché qui était en train de dégringoler sur un vide sanitaire dans lequel il y avait des chauves-souris. Et en fait, pour cette simple raison, il y a une rivière aussi en dessous, enterrée, il y a eu tout sur ce projet. Pour cette simple raison, en fait, les poteaux qu'ils avaient imaginé pouvoir mettre au départ n'ont jamais pu être mis puisque ça allait déranger les chauves-souris qui allaient peut-être partir et ne plus jamais revenir, ce qui est quand même assez fou. Et donc, il a fallu faire des porteurs de 24 mètres et suspendre toute la dalle du rez-de-chaussée à cette poutraison en partie supérieure. Mais je ne sais pas de ça dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt de cet ouvrage, et encore un ouvrage qui fait appel à une ingénierie de pointe. Donc ça, c'est le coffrage des arcs. C'est toujours la même entreprise SNBR, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, la livraison de pierre, c'est comme dans Astérix et Obélix. Vous voyez les premiers arcs. Et puis là, vous voyez la satisfaction à tous les niveaux, c'est-à-dire que ces gars-là, quand ils montent cet arc et qu'ils le voient coffrer et qu'ils le décoffrent, ils sont quand même le cœur qui palpite, autant que l'ingénieur, autant que le voisin d'en face. Et là, c'est une photo de l'ingénieur, parce qu'on ne les montre jamais, mais Jean-Marc Veil, qui est quand même un des meilleurs ingénieurs français, qui est appelé au secours au début du dossier, parce qu'il n'était pas dans l'équipe au départ, mais à un moment donné, très très rapidement, il a fallu aller chercher quelqu'un de sa pointure pour arriver à résoudre le sujet, sachant que lui-même a consulté, c'est un petit monde, les ingénieurs de haute, de son statut. Il a consulté 7, 8, 9 ingénieurs différents pour pouvoir être sûr que tout allait bien se passer. Là, on change de région, on est sur un périurbain pur, avec une grande parcelle sur laquelle on construit, on gagne le concours. Alors là, c'est Xavier et Christophe
qui gagne ce concours dans une autre région, on n'était pas forcément très habitué à ça. Un projet un peu construit de la même manière que ceux que j'ai pu vous décrire précédemment. Une enveloppe bois assez simple, des toitures, parce que nous on aime bien les toitures. Globalement, on trouve que faire des toitures, c'était pas si bête que ça en fait. C'est quelque chose avec lequel le mouvement moderne s'est un petit peu fâché au XXe siècle. Mais en réalité, on trouve que faire des toitures, c'est aussi beaucoup de bon sens souvent. Et puis ça permet aussi de recourir à des matériaux de toiture qui sont un petit peu moins l'inverse de qualitatif. Voilà, parce qu'en étanchéité, on est assez limité. C'est soit du bitumineux, soit du PVC, mais c'est en général, les quelques sinistres qu'on a en 15 ans, c'est que de l'étanchéité qui s'est mis à fuir. Donc on en a un petit peu marre. Voilà, une école très... Vous voyez, le plan extrêmement simple. Il y a 2 cours, il y a des ailes, il y a des services partagés. À force de faire du chantier, on gagne en humilité dans la manière de concevoir les projets. C'est-à-dire que, après, c'est vous qui êtes sur le chantier, c'est des gens qui le construisent, et si personne n'y comprend rien à rien, eh bien, en fait, c'est l'enfer. Donc ça invite quand même à une certaine humilité dès les premières esquisses. Et puis bah, là, c'était des murs intérieurs en terre coulée. Donc vous voyez, ça c'est un travail d'utilisation des différents agrégats pour mettre au point la teinte de murs en terre coulée souhaitée. Donc ils sont coulés, c'est de la terre coulée à 3% de ciment quand même, elle est stabilisée. Donc ça c'est l'objet de très grandes polémiques dans le milieu de la terre. Il y a des gens qui ne souhaitent pas mettre de ciment. Tout simplement parce que le fait d'ajouter ces 3% de ciment qui aide au séchage, qui aide à la performance mécanique de la paroi, ne permet pas de le réutiliser. Donc ça c'est quand même important de le savoir. Vous verrez plus loin un projet où on est en briques d'adobe sans stabilisation. Donc c'est vraiment la terre dans son état le plus basique. Vous cassez le mur, vous le réutilisez autant de fois que vous voulez. Ce qui est quand même assez dingue. Et puis une charpente en sapin pectiné, issue de la filière du Puy-de-Dôme. La deuxième partie, c'est convoquer et susciter du coup, des savoir-faire. Pour information, donc ce mur en terre, le maçon ne savait pas le faire au départ. Et puis, comme il avait envie d'avoir le marché, parce qu'évidemment, un maçon dans le Puy-de-Dôme, les marchés comme ça, il n'en sort pas tous les jours, il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, ça n'a pas l'air plus bête que de couler un mur en béton. Et en fait, avec des banches de maçon, avec des toupis, on arrive à faire un mur en terre coulée exactement de la même manière qu'on fait un mur en béton. Et ça n'appelle pas un savoir-faire particulier. Et du coup, c'est ça qui est intéressant quand on dit susciter, c'est-à-dire que le maçon qui finalement, au départ, n'a pas pour vocation à faire ce genre de mur, il peut commencer à en faire un, puis deux, et puis peut-être acquérir ce savoir-faire qu'il pourra répandre plus largement. Vous savez, le bâtiment, c'est vraiment quelque chose qui est fait d'habitude. Comme beaucoup de secteurs, il y a des habitudes qui sont profondes. Et voilà, c'est vrai que de temps en temps, on bouscule un peu ces habitudes. Oui, alors, dans la partie savoir-faire, il y a un jour, on nous a autorisé à faire l'extension du restaurant du centre Pompidou à Metz. Donc un bâtiment complètement impressionnant. Évidemment, quand vous êtes face à ça et vous dites il faut qu'on fasse un restaurant, mais qu'est-ce qu'on va bien faire? Tout paraîtra anecdotique, c'est infernal. Et puis, donc on fait cette petite cacahuète là, vous voyez, sur une terrasse. On fait un bâtiment transparent en se disant surtout, il ne faut pas une forme. Surtout pas une forme, parce que la forme est déjà telle que tout paraîtrait anecdotique. Donc on s'est plutôt dit, tiens, ça c'est un musée, les gens viennent, ils savent à peine dans quelle région ils sont, ils sortent du TGV, ils traversent la rue, ils vont dans le musée, ils repartent, ils ne savent même pas dans quelle région ils étaient. Donc sous cette belle charpente, on s'est dit, tiens, on va parler de 3 choses. On va parler de 3 savoir-faire, 3 artisanats qui existent en Lorraine et dont on va essayer d'imprégner le bâtiment. Je dis bien essayer parce que vous verrez qu'on n'a pas forcément coché toutes les cases in fine. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire qui est intéressante. Donc il y avait les émaux, bon, il y a ça dans beaucoup de régions, mais néanmoins,
dans la note, l'émail est quand même un travail artisanal que d'ailleurs on a découvert à cette occasion-là, c'est vraiment passionnant. C'est du verre en fait, c'est du verre qu'on étale au pinceau sur des formes, et ça permet de faire ce genre de choses. Alors le verre, du coup, le verre et le cristal, parce qu'on est une région où on a fait beaucoup de cristaux, il y a Baccarat, il y a Saint-Louis, il y a toutes ces grandes maisons, il y a Meisenthal. Le verre, vous voyez ça par exemple, c'est la basilique de Baccarat, qui est en béton, et les vitraux sont en cristal. Alors il faut savoir que la différence entre le verre et le cristal, c'est uniquement une dose de plomb. C'est tout. Et puis il y a les textiles, parce que dans les Vosges, il n'y a pas que du bois, il y a aussi des usines textiles qui ont fermé pour la plupart, mais qui du coup se sont positionnées sur le marché du luxe, enfin de la haute couture, voilà. Donc on s'est dit on va parler de tout ça sur une forme donc très simple, je ne reviendrai pas là-dessus, en extension de la salle de restaurant. Et puis on fait cette coupe en se disant il faut surtout qu'on ait des volumes verriers très hauts, qu'on ne lisse pas d'acrotère, qu'on gère la charpente un peu en recul, et puis qu'on ait ce grand rideau, et puis la faïence ce sera au sol. Puis évidemment, au début on fait un motif, et puis on va voir le faïencier, et puis il dit ouais c'est super, mais on va être emmerdé, parce que en fait la faïence c'est pas fait pour marcher dessus, ça se saurait. La faïence, ça peut éventuellement être utilisé sur des murs, vous savez, on en voit beaucoup sur des appareillages de briques, briques émaillées et de briques, voilà. Mais c'est pas fait pour être... Donc on a fait des échantillons, on a fait des tests de couleurs, c'était magnifique, mais il a fallu assez rapidement qu'on se résigne sur ça. On a travaillé sur le motif, on a gardé l'idée du motif, on a travaillé avec des grès cérame. Et puis on est allé faire les poubelles à la cristallerie de Saint-Louis. On a récupéré les rebuts de l'usine qui sont assez intéressants, de couleurs très très belles, et puis finalement c'est du cristal, donc c'est quand même pas rien. Évidemment, on ne pouvait pas se payer des vitraux en cristal, évidemment. En plus, le cristal, quand vous commencez à comprendre comment ça marche, en fait, c'est pas vraiment fait pour faire du verre à plat. Il y a deux familles dans le verre. Il y a le verre à plat, les vitraux, enfin le vitrage, très exactement. C'est pas du tout le même procédé que le soufflage. Le cristal est plutôt quelque chose qu'on souffle. Alors on a fait des échantillons, on a essayé de faire des associations de couleurs, de textures, avec tous les reliquats qu'on a pu récupérer. Et puis on avait voilà, cette idée de faire d'abord, évidemment, parce que quand on commence, on est à 400%, donc on voulait faire tout l'aquarium vitré avec ça. Et puis après, on se rend compte que c'est pas possible, donc on se dit on va essayer d'en faire un. Donc ça faisait un volume verrier comme celui-là, on avait trouvé le maître verrier qui était prêt, c'était Emmanuel Barrois dans le Massif Central, qui est un peu spécialiste de ces questions. On avait la formule, tout, et puis le bureau de contrôle a dû nous dire que ça n'allait pas être possible, qu'il allait falloir se calmer un petit peu. Donc on a fait des volumes verriers, voilà. C'est pour ça que je vous dis, bon c'est tout. Des fois il faut savoir faire le deuil de certaines idées. Dans le cours de projet, c'est comme ça. Mais on reste assez satisfait de la spatialité, de la manière dont il finalement devient assez invisible. Et puis, on a toujours ce beau rideau fabriqué dans une usine vosgienne qui vient se déployer devant ces grands vitrages. Voilà. Et puis, un peu dans un... Non, c'est pas vraiment à voir, mais un jour, je reçois un coup de fil et on me dit... on travaillait pour cette école, c'est une école privée, et il y a le claustrat en terre cuite qui tombait. Il y a eu certainement une usure avec les années, et puis un petit changement de saison qui a fait que le claustrat est tombé dans la rue, donc ils ont appelé les pompiers, ils ont venu sécuriser le site, et puis on nous a demandé de le restaurer. Alors, restaurer, évidemment, hein, vous ne refaites pas, vous êtes architecte, on vous a appris à sans arrêt réinventer. Alors évidemment, nous, on a pensé à tout sauf à refaire le même motif. Donc des briques comme ci, des formes comme ça, des associations, des mots charabia, et puis vas-y qu'on a tenté 50 choses. Et puis à chaque fois, on était vigilant quand même à une chose, c'était au poids. Parce que vous voyez qu'on soit en ditto existant, on est à 313 kg du mètre carré, d'accord ? Et puis, si je suis comme ça, je suis à 173, par exemple. Vous voyez, donc je divise par 2 le poids. Et puis, dans certains cas, je suis à 409. Et en fait, de ce constat, on s'est dit, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de refaire la même chose. Silence. Des fois, il faut savoir être silencieux. Et
le problème qu'on a rencontré, c'est que ce fameux claustrat byzantin, il s'appelle, on le trouve plus dans le commerce. Alors on s'est un peu gratté la tête, puis on s'est dit, mais comment on va bien pouvoir le réaliser? Et puis on a tapé tuileries Lorraine, puis on a découvert qu'à côté de Sarrebourg, dans cette petite bourgade à Niederwiller, il y a une tuilerie. Alors, chez nous, c'est hyper exotique. Chez vous, ça doit être beaucoup plus répandu, parce que, au vu de l'architecture en terre cuite dont vous disposez dans le secteur, il doit y avoir beaucoup plus de tuileries que chez nous. Mais le fait est que chez nous, c'est quand même assez exotique. Et en fait, on comprend assez rapidement que l'usine, elle récupère ses argiles. Elle n'a pas été implantée là par hasard. La terre est très argileuse, enfin en tout cas ce qu'il faut. Et puis elle est montée dans un petit wagonnet comme ça. Il la passe dans un malaxeur pour supprimer les agglomérats. Alors c'est un peu moyenâgeux, hein, cette usine. Je pense qu'il est très très loin du code du travail et de la sécurité. Mais qu'importe. Ce monsieur-là, vous voyez, lui, eh ben, donc on lui amène le claustrat. Il le regarde, il dit « Combien il vous en faut ? 2000, 3000 ? Ok, pas de problème. » Donc en fait, il a fabriqué avec son extrudeuse, là, auprès d'un copain chaudronnier, il a fabriqué ce qu'on appelle la filière. Et puis il a réglé sa machine. Alors je ne cache pas que c'était assez long. Vous voyez, là, il est très concentré, il règle parce que c'est jamais bien au départ, ça coupe mal, ça si. Et puis il en a fait 2000, 3000, 4000, je ne sais plus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, grâce à ces petits ateliers qui sont à contre-courant de l'économie mondiale dans laquelle on se situe, mondialisante en tout cas, on arrive à refabriquer des choses de ce type-là. Et vous voyez, les chutes, elles sont dans une boîte et puis il les remet dans le silo. Donc c'est une matière qui est quand même assez incroyable. Ouais, donc c'est comme à la boulangerie, vous voyez, ça sèche. Ouais. C'est cuit, et puis on refait la même chose. Et puis à la fin, on est hyper content d'avoir fait juste la même chose. J'y suis repassé la semaine dernière pour un autre projet, puis je m'extasiais devant ces produits. Les tuiles vernissées, voilà. Là, il s'était fourni de l'argile blanc, parce que c'est pas mal la mode en ce moment. Donc il se fournit des argiles blancs qu'il fait venir d'Allemagne, je crois. Et il les passe dans sa filière, et il fait des produits à base d'argile blanc. Et évidemment, dans le chapitre savoir-faire, vous avez on arrive assez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est assez rapidement, on en vient au compagnonnage. Ceux qui viennent sur le chantier avec la banane, parce qu'en fait, eux, ils ont choisi de faire ce métier. Les compagnons, ils sont totalement fans de la charpente pour les charpentiers, de zinc pour les zingueurs. Et c'est assez intéressant de constater ça. Donc il y en a l'une d'entre nous qui est architecte du patrimoine, c'est Aurélie. Elle s'occupe de ce château, qui est le château de Manom, à côté de Thionville. Et donc, voilà, elle m'a chargé de vous montrer cette restauration qui est un peu dans la veine de ce que je disais précédemment sur le projet de Claustra, c'est que le plaisir, c'est de faire à l'identique et d'essayer de comprendre comment tout ça a été fait. Alors là, évidemment, vous avez affaire à la crème de la crème des entreprises. Le charpentier, vous voyez, ça paraît bête, mais c'est un assemblage de poutres à mi-bois avec des chevilles en chêne. Et il n'y a aucune vis, il n'y a rien. Et c'est parti pour 200 ans, quoi. Si ça ne brûle pas avant. Et puis ça, c'est la présentation Non, mais parce que c'est vrai, en fait, dans l'histoire d'un château, il y a un incendie très régulièrement. Tous les 200 ans. Là, c'est la présentation d'un châssis de fenêtre, avec toute la question du petit bois, voilà, le double vitrage. Et puis, ça, c'est des greffes de pierre, par exemple. Donc, vous voyez, il y a des gens dont c'est le métier de purger les pierres qui sont endommagées, de reconstruire la greffe, comme on greffe un membre, et de faire que cette greffe, elle soit stable. Là, on pique les enduits, on les refait. Alors, il y a des recettes d'enduits qui sont un peu secrètes d'une entreprise à l'autre. Ils ne vous disent pas exactement comment ils font. Les couvreurs, les zingueurs. Voilà. Donc, un autre projet de cette même architecte du patrimoine, c'est l'usine textile, la fameuse usine textile des Vosges, qui est un bâtiment de Le Corbusier qui est assez méconnu.
qui est l'usine Duval. Voilà. Monsieur Duval était le grand ami de Le Corbusier, et le fils Duval, qui est donc le propriétaire de l'usine, est le filleul de Le Corbusier. Et donc il est à la tête de cette usine, et évidemment il a sans arrêt des travaux à faire, c'est un patrimoine protégé, c'est classé monument historique et UNESCO. Et donc là, l'opération, c'est remplacement des fenêtres. Et les fenêtres, évidemment, elles étaient faites en chêne. Et l'idée, c'est de refaire à l'identique. Donc il faut retrouver des menuisiers qui veuillent bien vous refaire des fenêtres de ce type-là, avec des chênes que, tant que possible, on fait pousser dans la région. Voilà la façade. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont été remplacés. Et puis il y a des... Corbus s'amusait bien. Hein, vous voyez cette porte-là? Porte sur pivot. Alors celle-là, ça c'est aussi intéressant. Quand on parle de, je sais pas, de développement durable ou autre, cette fenêtre-là, elle a été restaurée. En fait, souvent, dans le monde du patrimoine, vous êtes fortement invité à ne pas remplacer, par souci d'authenticité, mais à réparer. Alors que la grande tendance pour les bâtiments non protégés, c'est de remplacer. Une fenêtre est foutue, vous la remplacez. Et en patrimoine, souvent, vous restaurez, vous purgez les parties qui sont endommagées, voilà. Et finalement, son expérience nourrit aussi notre approche du bâtiment neuf. Donc ça, c'est les différents types. Vous voyez, ça c'est existant projet, donc c'est absolument similaire. Des fois, c'est un petit peu mieux, parce qu'on maîtrise un peu mieux l'étanchéité à l'eau. Voilà, il y a des petites améliorations qui sont apportées, mais il faut surtout pas que ça se voit. Et puis devant l'usine qui est ici, là, il y a un parvis qui a été construit. C'est une petite placette en fait. Donc là, oui, ça c'est c'est l'image du projet, le projet. L'idée, c'était très simplement de faire un tapis de grès, avec le grès de la carrière de Champnay, qui est toute proche, et puis d'utiliser ce monomatériau pour en faire un sol, des assises, et puis un support de signalétique, voilà, qui raconte l'histoire de l'usine. Donc ça a été fait avec Rudy Bord, que vous devez connaître, qui est un graphiste assez important. Là, on retourne dans les vestiaires de rugby cette fois. Et j'aborde la troisième partie, mais qui est plus rapide, qui est celle d'ouvrir le chantier. En fait, on a constaté que, quelquefois, il était intéressant d'imaginer ne pas faire des chantiers interdits au public, comme c'est écrit partout. Dans le cadre de ce petit bâtiment qui est au beau milieu d'un endroit assez terrible, il y a des photos, vous verrez, on fait ce petit bâtiment pour une mairie qui n'a absolument pas d'argent. Et ils nous le disent d'emblée d'ailleurs, ils nous disent faites-nous, c'était une demande qui était économique, faites-nous le minimum et puis on finira. Et en fait, au début on trouve ça curieux, puis après on se dit mais en fait ils ont raison, ils ont 200 000 euros, ça en coûte 300, 400, je sais pas. Vous avez 200 000 euros, on vous fait un clos et couvert, et puis dans l'équipe de rugby, il y a un carreleur, il y a un plaquiste, il y a un électricien, il y a tout ce qu'il faut en fait. En plus, c'est la partie qui n'est pas toujours la plus agréable, hein, le second œuvre. Donc, on fait une enveloppe, un bâtiment qui résout la question de l'inscription paysagère, de la gestion des flux, voilà, il y a ce grand volet qui vient fermer le bâtiment en semaine. Ils nous ont fait des pauses un peu de beaux gosses. Voilà. Ils étaient hyper fiers. Et puis voilà comment on a livré le bâtiment. C'est-à-dire que ça, c'est le clubhouse, par exemple. Le clubhouse, j'y suis très honnêtement jamais retourné. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'intérieur, c'est l'ambiance, quoi. Il doit y avoir des coupes, il doit y avoir tout. Et ça, c'est les vestiaires. Vous voyez, vous faites l'essentiel, la lumière, la ventilation, de quoi mettre un bloc douche aux normes, et puis il se débrouille. Donc c'est sans doute lui et ses copains qui ont fini le bâtiment. Et puis encore un endroit assez dur,
un siège de communauté de communes qu'on gagne en concours sur une espèce de zone assez abominable. Là, on est entre la station d'épuration, l'Intermarché, la totale. Et en fait, quand vous vous mettez à hauteur d'œil, c'est pas si mal. Parce que toute cette nappe de bâtiments que je viens de citer est finalement assez basse. Il y a un relief qui est un petit peu marqué en arrière-fond. Et vous avez le canal de la Moselle ici qui est assez agréable. Et donc on propose ce bâtiment avec un dépôt de bus ici. Donc ça c'est un siège de communauté de communes. Donc c'est un bâtiment très simple, encore, qui réunit les bureaux de toute cette collectivité. Et puis qui propose comme ça une toiture qui se déforme à 3 endroits, qui sont en fait des puits de lumière et des moyens de ventiler naturellement un grand atrium qui se développe du nord au sud de ce bâtiment. Donc un plan extrêmement rationnel, en lieu et place d'un hangar dont on imaginait... Parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est que sur cette parcelle, il y a 1 hectare de béton coulé au sol, puisque c'était une usine de fabrication de mobilier urbain en béton. Et donc, il y a un hangar ici. Au départ, on pense pouvoir récupérer le dallage pour y implanter le bâtiment, ce qui représente quand même une économie de 100 à 150 000 euros. Hein. Et évidemment, comme à chaque fois, personne ne se mouille, tout le monde tous les géotechniciens, les sondeurs destructifs viennent et vous disent « Oh là là, on ne peut rien faire ». Parce que personne ne veut prendre le risque, alors qu'il y a un pont roulant dans ce bâtiment qui a je ne sais pas combien de tonnes. Donc ça, c'est aussi des choses, une fois, qui nous mettent un peu en colère. On est obligé de démolir un dallage pour en refaire un, ça coûte 120 000 euros à la collectivité. Bref, donc on fait ce bâtiment en 2 niveaux avec un grand atrium central, une coupe un peu rigolote au niveau de ce qu'on appelait les flamandes, donc c'est un bâtiment tout en bois, et puis il y a 2 refends ici qui sont au stade du concours qui sont en terre. Mais on ne sait pas trop comment. Donc on fait des maquettes, ça aussi c'est la part un petit peu, c'est toujours cette main dont on parle ce soir. La main elle nous permet quand même de faire ce genre de choses. Voilà le bâtiment côté parking, donc là on désimperméabilise au maximum, on fait la gestion d'eau de pluie à la parcelle. On récupère, c'est aussi l'intérêt des toitures en pente, c'est que ça permet assez naturellement d'imaginer le parcours de l'eau de pluie jusque dans la nappe, quoi. L'atrium, le grand atrium avec les coursives, le puits de lumière, les 3 puits de lumière qui ponctuent ce grand bâtiment. Et puis ces fameux murs là au concours, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on était plutôt en terre banchée. Puis entre-temps, on découvre la brique d'adobe. On sait qu'on a un hangar de 2000 m² à dispo avant de démarrer le chantier. Donc ça, c'est pas dans tous les dossiers que vous pouvez disposer de ça. Et puis, pas loin, on a donc une gravière, une sablière même, donc de ce qu'ils appellent un stérile. Donc c'est une espèce de sable argileux qui ne savent pas trop quoi faire avec en réalité. C'est assez inapproprié à plein de choses. Donc pour nous, c'est intéressant. Et puis un autre biais de fourniture de matière qui est la cimenterie, hein, c'est assez marrant. La cimenterie, une des plus grosses cimenteries à 5 km du site, où ils ont ces terres argileuses. Hein, parce que pour faire une brique qui va se tenir, il faut pas... Enfin, c'est rare que vous preniez la terre du terrain, que vous la mettiez dans un moule et que ça tienne. Donc on a fait appel à Amaco, que vous connaissez certainement, qui sont un peu spécialistes de la question, et ils nous ont accompagnés sur la formulation des agrégats qui allaient nous permettre de fabriquer cette brique, dont on a défini les dimensions. On avait imaginé un temps tamponné du nom des 19 communes. Et puis on a mis en place, sous ce grand hangar qui allait être démoli pour y remettre au même endroit le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure, on a profité de ce hangar pour se dire, on va faire, vous savez, comme ça a un nom ça, quand la France gagne un marché de Mirage, bombardement et tout là, ils envoient aussi des ingénieurs et ils forment des personnes dans le pays. C'est un transfert de compétences, ça s'appelle, je crois. Bon, là, c'est pas des mirages, hein, c'est des briques. On fait venir donc Amaco. Le maître d'ouvrage fait venir Amaco à ses frais. Il fait appel à l'entité publique de valorisation de l'économie locale. Ça existe, ce genre de choses. On ignore ça, mais il y a en fait des gens qui sont payés pour valoriser
l'économie d'un secteur qui est souvent un peu en désuétude. Il propose 2 jours de formation pour qui veut apprendre la construction en terre. Donc Amaco vient, il y a une quinzaine de prétendants, des entreprises du coin, des maçons, et voilà, ils viennent, on fait la formation que nous-mêmes on a suivie à Grenoble, enfin aux grands ateliers. Et puis là, on a l'état de terre que je vous ai montré précédemment, et puis on met en place un chantier école à quiconque souhaite se former à cette technique de construction. Donc vous imaginez bien qu'il y avait plein d'étudiants d'archi, mais pas que. C'était assez amusant. Ce jour-là, on avait fait, parce que régulièrement, on allait faire une présentation, une intervention, on expliquait le projet ou d'autres. Et là, on avait un panel de gens, il n'y en avait pas 2 qui avaient la même situation sociale, professionnelle. Il y avait un proviseur de collège qui était en vacances. Il y avait, alors lui, c'est marrant, c'était un astrophysicien quand même. On lui a demandé à 2 fois qu'il répète son métier, il était astrophysicien. Et puis on avait des gamins de Neuve-Maisons, c'est une commune où les gamins zonent un peu en été. C'était en été. Hein. Et les ados, ils venaient passer le temps sur le chantier, ils faisaient bricoler un peu ça, et puis ils s'arrêtaient, puis ils revenaient. Et voilà. C'était un peu le centre aéré. Et puis ça, cette personne, c'est une étudiante d'archi qui s'est un peu plus investie que les autres, qui a obtenu un micro-contrat ou quelque chose comme ça avec la Comcom pour faire de l'encadrement un peu au quotidien. Donc elle avait cette responsabilité de présenter le projet aux visiteurs. Donc il y avait cette maquette, les planches, et puis vous voyez les écoles du secteur qui étaient... alors, parce que ça a duré en plusieurs phases, là en l'occurrence l'école avait repris, et les gamins venaient avec leurs instits mettre les mains dans la terre, fabriquer des briques. Ça, c'était un jour où on y est allé à 3 agences d'archi copains, avec toutes nos équipes. Et puis ça, c'était une personne avec sa petite fille, et pareil, elle l'avait en garde, elle ne savait pas trop quoi faire avec en journée, donc voilà, elle venait passer le temps. Et puis on fait sécher tout ça, on stocke, et donc on en a réalisé les 3/4 de ce qu'il nous faut. Donc il va se poser la question de savoir comment on termine pour avoir les 18 000 briques, on en a fait 15. Et ce qui est assez marrant, enfin marrant, c'est pas vraiment le terme, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'il va bien falloir trouver quelqu'un pour terminer. Et là, se présente une entreprise de réinsertion de chômeurs de longue durée, qui cherche des idées pour former les personnes dont elle a la responsabilité. Et l'idée serait, c'est en train de se mettre en place, qu'ils forment une quinzaine de personnes, que ces personnes soient formées à cette méthode de fabrication de briques pendant 1 mois. Et voilà, donc déjà ça, c'est assez intéressant. Et ce type d'expérience dans d'autres régions s'est prolongé par la construction, la mise en place d'une petite entreprise de production, d'un petit atelier de production de briques en terre. Donc on ne sait pas où ça nous amènera, je crois que j'arrive à la fin de cette présentation, je vais vous relire un texte, si vous ne dormez pas. Il y a bien sûr l'envie de dire l'humain à l'œuvre derrière ces constructions et leur processus de réalisation. L'artisan, l'ouvrier, le scieur, le maçon, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur. L'architecture issue d'une somme colossale d'énergie humaine. Mais il y a aussi la volonté de dire l'énergie humaine générée par ces constructions, l'envie de voir et de toucher une matière brute issue du terroir, le plaisir d'être au contact d'assemblage et d'appareillage dont on sait qui les a réalisés, le rêve de reproduire l'expérience ailleurs, l'architecture qui donne de l'énergie à celles et ceux qui la vivent. C'est à chaque fois d'épanouissement, de joie, de fierté, d'attachement partagé par toutes ces communautés dont il s'agit au contact de ce qu'on pourrait appeler des matières à énergie humaine. Merci de votre attention.